Merci, madame, monsieur. Bonjour, bienvenue sur My Media Prime Télévision dans le cadre de votre programme Vitrine 237 de ce dimanche. On sait effectivement qu'une semaine qui a été mouvementée et agitée au Cameroun au regard du nombre de morts que le Cameroun a enregistré sur ses routes toute cette semaine. On va effectivement se poser la question de savoir est-ce que c'est la route qui tue au Cameroun ou ce sont les hommes qui tuent. En 48 heures, une quarantaine de morts et également celui-là qui aurait donné de sa vie ou de toute sa vie pour effectivement hisser haut la culture camerounaise. C'est parti. Koti François, on l'appelait affectueusement Desto Pelé. Autre chose, c'est la crise anglophone effectivement qui a fait parler d'elle toute cette semaine avec cette folle rumeur également sur l'assassinat de ce général qui fait également parler de lui depuis un certain temps. Mais il faut rappeler effectivement qu'au regard des informations qui nous parviennent, en réalité, cette crise est de plus en plus tendue. Il faut rappeler également que la route Bali-Bamenda est coupée par ce garçon-là. Nos pitiés pour le dire ici, on se demande bien comment on va pouvoir faire pour en arriver à une solution finalement définitive de manière à poser sur la table des options qui permettent de cesser le feu qui finalement emporte quelques civils dans le cadre de cette crise-là. Autre chose, en débat ce matin, c'est encore la Covid-Gate qui fait parler en nouveau aujourd'hui. C'est la cacophonie qu'on observe autour, en tout cas, des 11 milliards environ entre le ministre de la Santé et le ministre des Finances, lui, Paul Moutazé. On se demande bien, est-ce qu'on est là, et à nouveau dans un gouvernement qui a un chef pour qu'on arrive à ce qu'on a pu observer là, cela semble passer sous cap, mais c'est la preuve, s'il en était encore, que la gestion des fonds Covid de 180 milliards a connu beaucoup de turbulences. Nous allons questionner en réalité cette cacophonie entre ces deux ministres-là. Et également, la relance économique post-Covid. On se demande bien de savoir comment le FMI, n'ayant peut-être pas rendu public un rapport sur l'utilisation ou la gestion des autres 180 milliards, a pu également octroyer un autre crédit au Cameroun dans la période de 2021 à 2024. Un autre montant, d'autres milliards, 370 au total. On se demande bien pourquoi faire avec quand on s'interroge sur les véritables orientations des autres premiers 190 milliards. On se demande bien si le FMI aujourd'hui ne vole pas au secours de Yaoundé à l'effet d'apporter un souffle nouveau quand on sait qu'effectivement les hommes politiques en interne ici et les acteurs de la société civile au Cameroun demandent de voir plus clair de ce qui a été fait avec les 180 milliards qui ont été donnés à l'État du Cameroun. Nous questionnerons cela, nous irons en France, cette fois-ci par Skype, où nous donnerons la parole au docteur Dominique Bobda et les médecins de santé publique, également acteurs de la société civile, mais avec d'autres invités sur ce plateau également dans le cadre de cette production de ce dimanche. Mais avant, on va à la régie et on revient juste derrière. Merci, madame, monsieur, de retour sur ce plateau de Vitrine 237 de ce dimanche 8 août 2021. Vous êtes sur My Media Prime Télévision. Vous pouvez également nous suivre en streaming sur notre page Facebook My Media Prime TV ou alors sur tous les autres réseaux de distribution d'images à travers le Cameroun et même dans le monde. Je commence par vous qui êtes ici en plateau avec moi, Franck Essi. Vous êtes secrétaire général de CPP. Bonjour et bienvenue. Bonjour Sylvain, bonjour à tous ceux qui nous regardent et ainsi qu'à mes co-panélistes. Merci. Un autre invité sur ce plateau, il expert des questions économiques, c'est Edmond Kuaté. Bonjour et bienvenue. Bonjour Sylvain, bonjour à Franck Essi, que je n'ai pas vu depuis quelques temps. Bonjour également à tous les téléspectateurs, ainsi qu'à ceux qui sont dans le studio.
Merci bien. Je rappelle que reste attendu dans le cadre de cette production Dr Patrick Rifoué qui prendra la parole au nom du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, y compris JRW, Jean-Robert Wafon. On vous attend de toutes les façons. Ils m'ont signalé en tout cas être en chemin. La météo également n'est pas très bonne ce matin, il faut le signaler également. On va effectivement aller en France également et dire bonjour au docteur Dominique Bobda. Bonjour. Bonjour, monsieur Chokoga. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, très bien. Bonjour à mes frères qui sont sur votre plateau. J'espère que nous allons avoir des échanges intéressants pour nos populations et pour l'ensemble de vos téléspectateurs. Merci, merci bien. Je commence avec vous. On va prendre au pif comme ça. Je suis avec vous, Franck Essi. Les morts sur nos routes, sans qu'il y ait véritablement une véritable communication gouvernementale ou officielle. Des gens s'interrogent pourquoi ce silence, or que pour un mort hors de nos frontières, pour ne pas nommer ces pays-là, des chefs d'État, des ministres, des gouvernements sortent, mais qu'on arrive à perdre en 48 heures plus d'une quarantaine de Camerounais sans qu'il n'y ait véritablement une prise de parole officielle de l'État du Cameroun. C'est quand même un problème, ça aussi, non? Effectivement, nous espérons que ce n'est pas parce qu'ils sont en vacances. Nous espérons que ce n'est pas parce qu'ils sont fatigués. Fatigués parce qu'on sait quand même que il y a plusieurs mois, le ministère des Transports a lancé une campagne. Il a fait de grandes annonces. Il a exprimé la volonté du gouvernement de réduire les accidents sur la route par un ensemble de mesures. Mais on voit que avec des événements qui sont survenus cette semaine, malheureusement, elles tardent à prendre toute leur pleine ampleur. Mais il faut aussi reconnaître que la question des accidents sur nos routes, c'est la combinaison de plusieurs facteurs. Il y a des facteurs bien sûr liés à l'état des routes, liés à la régulation du secteur des transports. Régulation entendue comme le fait pour les autorités publiques de fixer des normes, de veiller à ce que ces normes soient effectivement appliquées par les différents opérateurs. Mais à côté de ça, il y a les responsabilités humaines. Les responsabilités humaines, c'est-à-dire les promoteurs de ces agences de transport et les chauffeurs eux-mêmes. Donc, il n'est pas normal que notre gouvernement, sur ces événements graves, 40 morts, c'est quand même significatif, ne se prononce pas, n'instruise pas automatiquement une enquête de manière à déterminer, dans le cas d'espèces, quelles sont les responsabilités. C'est d'autant plus que si ces entreprises ou bien ces personnes qui sont mortes faisaient l'objet de contrats d'assurance, le fait qu'il n'y a pas une enquête officielle qui puisse renseigner sur les causes de ces accidents-là peut avoir des conséquences négatives pour les victimes et les survivants à ce genre. Mais on peut quand même nous interroger sur la responsabilité du ministère des Transports, sur sa capacité à prévenir les accidents sur nos routes. Oui, elle est faible, elle est en cause parce que on connaît les normes par exemple en termes de vitesse à respecter, on connaît les normes en termes de visite technique, de conditions à remplir par les agences de transport, mais il suffit d'aller dans une agence pour se rendre compte qu'elles ne sont pas respectées. Et on se demande bien quelles sont les mesures concrètes, permanentes qui sont mises en place par le ministère pour veiller à ce que ceux des entreprises qui ne respectent pas ces normes soient systématiquement sanctionnés. C'est vrai qu'à la suite de certains accidents, le ministère a parfois suspendu. Mais je crois que c'est un effort permanent, c'est un effort qui doit être fait dans la durée. Et aussi, c'est quelque chose qui n'échappe pas aussi à ce que je vais dire la régulation de la circulation sur les routes en termes de construction de routes qui soient viables, mais aussi veiller à ce que les vitesses soient respectées. Donc, vous avez raison de dire que la responsabilité du ministère des Transports est engagée. Et il n'est pas normal, une fois encore, qu'il soit silencieux, qu'il n'y ait pas d'enquête annoncée et que dans les jours à venir, on n'ait pas le fin mot de la fête sur ces derniers accidents. Merci. Un nom qui a été perdre plus d'une quarantaine de Camerounais en 48 heures. Cela revient mettre sur la table de débat les politiques publiques en matière de transport au Cameroun. Je dois déjà commencer par exprimer, n'est-ce pas, toute ma sympathie à l'endroit des familles durement éprouvées à la suite de cet accident. Si vous avez suivi comme moi, il y a des familles qui sont entièrement décimées, c'est-à-dire père, mère, enfant. J'avoue que c'est tragique de perdre toute une famille dans ces conditions-là. Et
à celles des victimes qui sont encore couchées dans des lits d'hôpitaux, des suites des blessures, nous leur adressons, n'est-ce pas, également tout notre soutien. Ceci étant dit, Franck l'a mentionné, les accidents sur la route sont la combinaison d'une kyrielle de facteurs. Il y a le facteur humain, il y a le facteur technique, et il y a le facteur, n'est-ce pas, infrastructurel. Le facteur humain, c'est s'assurer que le chauffeur a, n'est-ce pas, est dans, je vais dire, une capacité optimum, que ce soit physique et, je vais dire, psychologique, pour pouvoir prendre un volant. Il faut toujours se rassurer. Il ne suffit pas d'avoir conduit pendant 40 ans. On peut avoir, n'est-ce pas, des problèmes psychologiques, n'est-ce pas, conjoncturels, qui vous poussent à ne pas, qui vous empêchent de pouvoir prendre, n'est-ce pas, la route à un moment donné. Maintenant, est-ce que les agences le font suffisamment? C'est la question qu'il faut poser, d'où la nécessité d'ouvrir une enquête à chaque fois qu'il y a un accident pareil. Se rassurer effectivement que les agences ou alors les sociétés de transport et tous les usagers, n'est-ce pas, veillent à ce que leurs chauffeurs soient dans des conditions optimum, n'est-ce pas, à toutes les dimensions pour pouvoir prendre le volant et faire une distance pareille. Il y a également maintenant les conditions techniques, c'est-à-dire c'est la capacité du véhicule à pouvoir faire une telle distance. Est-ce que il ne suffit pas de brandir, quand on dit capacité technique, parfois les gens parlent de visite technique. Non, on sait très bien que la visite technique, c'est après un an. On le fait chaque année. Mais entre le jour où vous faites la visite technique et le jour où vous repartez, beaucoup de choses se passent. Est-ce que les pneus ont gardé le même état? Est-ce que le système de freinage est bon? Est-ce que, je vais dire, toutes les conditions techniques sont rassemblées pour que le véhicule puisse, n'est-ce pas, transporter, puisse faire, n'est-ce pas, cette distance-là. Vous savez que nous sommes dans un contexte où chaque fois qu'on tourne la clé et que le moteur démarre, ça ronfle, on s'est dit que ça va, le véhicule va faire le transport. Surtout lorsque c'est des véhicules de transport en commun, je crois qu'il faut qu'il y ait un accent particulier sur l'entretien de ces véhicules-là. Enfin, maintenant, il y a, n'est-ce pas, le facteur infrastructurel, c'est l'état des routes, c'est-à-dire le réseau routier. Nous savons tous que notre réseau routier, pour la plupart, est dans un état un peu délabré, surtout lorsqu'on sait que parfois la construction même de ces routes n'obéit pas à certaines normes également. Si vous voyez par exemple le tronçon qui fait le plus de morts en ce moment, c'est vrai que c'est pas lui qui a causé tous ces dégâts, mais le samedi par exemple, quand je rentrais, j'ai compté 5 accidents entre Douala et Yaoundé en le même jour. J'ai compté 5 accidents, d'aucuns qui ont fait 2 morts, d'aucuns qui ont fait 3 morts, d'aucuns qui n'ont pas fait de mort, mais qui ont fait des blessés graves. Et donc, ça vous renseigne à suffisance. Donc la combinaison de ces facteurs-là fait en sorte que nous ne sommes pas à l'abri des autres accidents. C'est vrai, vous avez mentionné, n'est-ce pas, la responsabilité du ministère des Transports qui, pour le moment, a une marge de manœuvre très réduite parce que même quand ils ont pris l'option des préventions routières, les gens jouent au petit malin, c'est-à-dire que ils essayent de contourner un peu les moyens de prévention qui sont mis en place, que ce soit les radars mobiles, on ralentit, on se communique en route, on prend, n'est-ce pas, la position, n'est-ce pas, de ces gens-là, et puis on fait un semblant de réduire un peu la vitesse, mais dès qu'on est sûr qu'on les a traversés, on ouvre les soupapes, on pompe les gaz. Donc voilà un peu comment ça se passe. Le ministère des Transports, qu'est-ce qu'il peut faire? Tout ce qu'il peut faire, peut-être, c'est ouvrir une enquête, suspendre les gens, mais ça ne réduit pas les accidents. Il s'agit davantage de la responsabilité, premièrement, n'est-ce pas, des patrons, je vais dire des sociétés de transport, ensuite des chauffeurs eux-mêmes qui, il faut dire, ils engagent leur vie. Je crois que dans plusieurs de ces accidents qui ont créé les hécatombes là, dans plusieurs de ces, les chauffeurs ont laissé de leur vie. Par exemple, celui où il y a 22 morts, quand vous voyez l'état du véhicule où le coaster a complètement laissé tout le toit, n'est-ce pas, je vais dire, le chauffeur lui-même s'en est allé. Donc il faudrait que le chauffeur, s'il sent qu'il ne peut pas prendre le volant, qu'il laisse, et s'il prend le volant, qu'il se mette dans des conditions psychologiques pour pouvoir conduire, n'est-ce pas, les vies qu'il transporte. Donc je pense que, ma foi, c'est un peu à ce niveau qu'il faut interroger les responsabilités. Merci, mais les sanctions ne suffisent pas. Dit qu'on a suspendu une agence, on reste là dans les mêmes travers. C'est pour ça que j'ai dit ce sont des mesures conservatoires qui ne peuvent véritablement pas influer.
combien de compagnies, si je compte seulement celles qu'on a suspendues depuis, on a suspendu une bonne kyrielle, mais est-ce que ça a véritablement influé sur la courbe, n'est-ce pas, des hécatombes sur nos routes? Non, ce sont des mesures conservatoires. Mais de manière définitive, je crois qu'il faut mettre un accent sur deux choses, ma foi, deux choses. D'abord, revoir, n'est-ce pas, l'état de nos infrastructures, parce que là, c'est dépassé. La route Douala-Yaoundé est dépassée. Même la matérialisation qui est faite est dépassée. Lorsque vous voyez un peu, lorsque vous avez pris cette route-là, si vous prenez cette route-là régulièrement comme moi, vous sentez que vous conduisez, n'est-ce pas, le cœur entre les mains. Enfin, vous ne conduisez pas dans un état serein. À chaque fois, vous avez l'impression que vous roulez sur un champ de mine, vous roulez sur l'Allemagne d'après-guerre, où à chaque fois, la voiture ne circule pas. La voiture est toujours en train de bondir, Et donc, vous êtes dans un état psychologique qui ne vous permet pas de rouler suffisamment. Donc il faut mettre un accent là-dessus. Je ne sais pas pourquoi on n'accélère pas, par exemple, les travaux d'autoroute Douala-Yaoundé. Il faut accélérer et finir avec ces travaux-là. Je crois que c'est pas pour demain la veille, étant donné que la seconde phase même, on ne sait pas quand est-ce que ça va commencer. Bon, mais maintenant, l'autre accent qu'il faut mettre, c'est sur, n'est-ce pas, les conditions techniques des véhicules. Ne pas mettre un véhicule dont on n'est pas sûr de la capacité technique à pouvoir faire le trajet en route, et également vraiment la conscience des chauffeurs et des patrons des transports. Il faudrait qu'ils se rassurent en tout temps que les chauffeurs sont dans des conditions optimum pour pouvoir faire le trajet, et que les véhicules également sont dans des conditions optimum techniques pour pouvoir faire le trajet. Merci. Dominique Bogda, de l'autre côté là-bas, vous avez suivi, comme nous ici à l'intérieur, ces Camerounais qui, une fois de plus, ont perdu la vie sur nos routes. On se demande bien si c'est la route qui tue ou ce sont les hommes qui tuent dans le contexte qui est le nôtre. Après la falaise de Tchang, plus d'une fois, cette fois-ci, on a une route qui a plusieurs fois été classée comme route accidentogène. Pour vous, ce sont les hommes qui tuent ou c'est nos routes? Malheureusement, peut-être les deux. Permettez-moi, avant d'argumenter, de compléter les propos de mon frère qui vient de passer mes condoléances les plus attristées à nos familles, à nos frères, de ces accidents s'y met des autres, comme de tous les incidents qui ôtent la vie aux citoyens camerounais, c'est-à-dire de la guerre au Nozo, ou bien de la guerre dans le nord-ouest-sud-ouest, ou bien de Boko Haram au nord, encore moins de la malnutrition et d'autres éléments qui peuvent nous perturber. Est-ce que vous avez un bon retour de ma part? Oui, exactement, oui. Oui, le retour, il est bon. D'accord, parfait. Après ce message de condoléances, malheureusement, vous avez raison sur les deux aspects. C'est nous qui tuons et c'est la route qui tue. Parce que si on doit répondre à votre question un peu plus explicitement, on peut tenir compte de ce qu'on appelle l'analyse de risque. Qu'est-ce qui fait qu'un Camerounais finit par perdre la vie lorsqu'il est, en l'occurrence, sur la route? Faire bien expliquer à l'instant qu'on appelle technique, risque matériel, la qualité automobile. Je dois seulement compléter que le parc automobile camerounais est à majorité un parc d'occasion. Les voitures d'occasion n'ont pas la même sécurité que les voitures neuves. Et je ne vais pas détailler d'autres éléments. Au Cameroun, on roule sans ceinture de sécurité, alors que dans la majorité des pays du monde, on utilise des ceintures de sécurité, justement parce que, comme le nom l'indique, ce sont des ceintures de sécurité. Donc, il faudrait s'intéresser au risque matériel qui inclut le parc automobile pour pouvoir penser un processus d'amélioration. Je continue sur mon explication de ce qu'on appelle l'arbre à risque, parce que ce n'est pas un seul critère qui peut changer quelque chose. Et je vais conclure par ça tout à l'heure. Deuxièmement, les infrastructures eux-mêmes, qui viennent d'expliquer, il est connu dans le pays du monde que sur des routes éclairées à deux voies qui ne se croisent pas, il y a moins d'accidents. C'est ce qu'on appelle en Occident des autoroutes. Nous n'avons pas d'autoroute au Cameroun. Nous avons des routes dites nationales qui n'ont pas les caractéristiques de route première d'un pays.
c'est-à-dire que les voies de circulation sont étroites, la visibilité n'est pas adaptée, les panneaux de signalisation sont quasi, entre guillemets, inexistants, et puis cela est impacté y compris par notre écosystème, c'est-à-dire la végétation tropicale, parce que lorsqu'il y a des arbres, que la vue est couverte, il faudrait que les signalisations routières soient optimales. Troisièmement, on a parlé du facteur humain. Ce n'est pas une nouveauté d'apprendre que souvent, au Cameroun, on arrive à payer les permis de conduire, très souvent, et que le code de la route, pour l'avoir fait personnellement, si vous l'avez fait il y a 15 ans à Bafoussam, il n'est peut-être pas le même lorsque vous êtes à Tchoukiri, on va dire dans le nord. Pourquoi? Parce que s'il y a des faux permis, on comprend fondamentalement que les conducteurs n'ont pas l'ensemble de la science permettant de maîtriser le véhicule. À ce facteur humain, permettez-moi d'ajouter quelque chose qui relève du comportement de nous autres citoyens. On voit régulièrement ici et là des chauffeurs sortir parfois d'un bar où ils viennent de prendre, on va dire, un bon repas avec une bonne petite boisson, une bonne Guinness, pour prendre le volant. Donc, je veux par là dire que dans le facteur, on va dire, humain, il faut inclure à la fois le comportement, on va dire, des conducteurs, mais aussi certainement le comportement des citoyens, parce que une population bien formée est une population apte à pouvoir s'occuper d'elle, y compris en situation de crise. Bien évidemment, on ne va pas ajouter, on ne va pas oublier la politique institutionnelle de transport, parce que l'ensemble de ces facteurs doivent être inclus dans ce qu'on peut appeler une politique sécuritaire de transport. Cette politique sécuritaire de transport n'est pas seulement une politique liée au ministère des Transports. Il y a aussi une politique de santé, parce que le secourisme en santé est une partie de secours aux populations portée par le ministère de la Santé publique, mais qui dessert les transports. Vous savez que les structures de secours médicaux, les pompiers, lorsque vous faites un accident entre Konsamba, Banga et Douala, vous n'avez pas une caserne, on va dire, de pompiers qui accourt à votre secours. Je vous en parle, j'ai été victime plusieurs fois d'accidents de voie publique, on va dire, au Cameroun. Donc, l'analyse que nous essayons de faire, ce n'est pas une critique particulière d'individus, c'est une analyse qui permet de valider qu'il y a des insuffisances systémiques. On pourrait détailler d'autres éléments permettant de constater qu'on a des morts. Ce qui permet tout simplement, pour compléter les propos de mon frère, on va dire tout à l'heure, de dire qu'il ne suffit pas d'une décision pour changer les choses. Non. D'ailleurs, c'est ça qui explique que les choses sont chroniques. Il faut qu'il y ait une politique de sécurité publique organisée sur l'ensemble des arbres de risque que je viens à peine, on va dire, détailler, parce que je n'ai pas parlé de la couverture sanitaire. Si vous avez un décès par accident dans votre public ou bien un accident à la falaise de Tcham, vous comprenez pertinemment que la nuit où il y a eu cet accident, même s'il y avait eu des transports adaptés pour transporter les blessés, la question qui se pose, c'est, pour ceux qui connaissent la région de Tcham, est-ce que l'hôpital de Bafan, est-ce que l'hôpital de Tcham, est-ce que le dispensaire d'à côté ont les moyens médico-sociaux de compétences permettant de prendre l'ensemble des victimes de ces accidents-là? La réponse est malheureusement non. Donc, je termine pour ne pas être long, s'il vous plaît. L'arbre de risque des accidents au Cameroun est polyfactoriel. Il faut une politique de sécurité publique pour comprendre cet arbre de risque-là. Nous avons les moyens humains de compétences pour les faire. Nous appelons les autorités et tous les citoyens camerounais à s'impliquer pour que ces réflexions permettent de mettre en place ces politiques qui découleront sur des solutions globales adaptées aux populations. Merci Dominique Bobda, vous restez en ligne avec nous. Autre chose, rapidement, Franck, ici, c'est la crise anglophone. Cette semaine également, l'annonce, on sait que cette information est allée comme une traînée de poudre, l'assassinat de nos petits, mais en interne là-bas, il n'en est rien. Et plus grave encore, ce qu'on reçoit comme information, c'est que, après le kidnapping de ses parents, il a décidé de couper toute une partie dans le nord-ouest, entre Bali, Ndop et Bamenda. On se demande bien comment on met fin finalement à cette situation-là. Je crois que nous sommes au niveau du nord-ouest et du sud-ouest, parce qu'il n'y a pas de solution politique, parce qu'il n'y a pas d'horizon de sortie politique de cette crise dans une situation
d'enlisement et de pourrissement. Des épisodes comme ceux auxquels on a assisté cette semaine, c'est-à-dire la propagande gouvernementale pour mettre en avant des victoires ponctuelles et les réponses en termes répressifs, offensifs de certains groupes de séparatistes, on va encore les observer pendant très longtemps. Et je pense que tout ceci arrive simplement parce que, pour être pédagogique et aller rapidement, ce type de crise socio-politique, c'est-à-dire qui oppose un État avec sa population, une partie de sa population, très souvent est gérée en 4 étapes. La première étape, lorsqu'il y a une intensité très forte des combats, de la violence, la première étape est une phase essentiellement militaire, c'est la sécurisation. Sécurisation des lieux stratégiques, des biens et personnes, etc. La seconde étape, qui est toujours de l'ordre du sécuritaire, c'est ce qu'on appelle la stabilisation. C'est-à-dire que c'est de veiller à ce que l'intensité et le nombre des actes violents que l'on observe sur différents théâtres diminuent ou arrivent à un seuil plus ou moins maîtrisé. Mais une fois qu'on a stabilisé la situation, le politique reprend l'offensive en ce sens qu'on est dans la phase de transition. C'est là où on négocie des cessez-le-feu ponctuels, on négocie des pré-dialogues, des conditions de dialogue, on dialogue et on aboutit à un accord politique. Et quand l'accord politique est conclu, avec l'essentiel... Votre discours précisément, vous aussi, Pipi, sur le cessez-le-feu fait quand même polémique dans la classe, dans la société. Je suis en train d'expliquer... Cela sous-entend que le cessez-le-feu, on retire l'armée? Non. Cessez-le-feu, ça veut dire que ceux qui ont les armes, qui sont en train de s'affronter, décident de faire une pause pour laisser justement la place à la discussion politique. C'est ce que je suis en train d'expliquer proprement. C'est-à-dire que quand je dis qu'il y a la sécurisation et la stabilisation, donc j'admets qu'il faut sécuriser, que l'armée, la police, la gendarmerie, les forces de renseignement doivent faire le travail. Mais maintenant qu'on a stabilisé la situation, on ne va pas rester comme ça. Pour qu'on ne soit pas dans le pourrissement, il faut quoi maintenant? Il faut de nouveau la solution politique. Quand je dis solution politique, c'est que on examine avec l'ensemble des parties prenantes qui sont les plus volontaires, qui sont ceux avec qui on peut commencer à avancer, vers la résolution des causes profondes. Je ne sais pas si vous voyez. C'est ce que j'appelle la transition. Et lorsqu'on a un accord majeur avec ce que j'appelle maintenant l'essentiel des parties prenantes, c'est-à-dire que ceux qui activent l'insécurité, ceux qui créent le chaos, ceux qui alimentent la crise, on tombe dans la dernière phase qui est la reconstruction. Je ne sais pas si vous voyez. Et ce que je vous donne dans le schéma là, c'est le schéma des Nations Unies. Je n'invente rien dans la résolution de ce type de crise. Maintenant, quand vous regardez, vous ramenez ça au Cameroun, vous verrez que chaque fois qu'on a pu sécuriser et stabiliser un peu, c'est le défaut de solutions politiques prises à temps, prises avec les bons acteurs, prises en résolvant la racine des problèmes qui font que on revient encore à une phase... Une opinion pense que vous faites de la surenchère, vous de l'opposition, dans le cas de cette crise dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Je crois que cette opinion n'est pas très informée parce qu'il n'y a pas un parti d'opposition qui a pris les armes. Il n'y a pas un parti d'opposition qui est pour la sécession. Donc je pense que ceux qui font la surenchère, c'est tous ceux qui refusent de reconnaître qu'il y a un problème, dont un problème de fond, qui touche à ce qu'on appelle la nature de l'État, la nature même de ce qui lie et nous lie en tant que Camerounais, un problème qui demande la refondation de l'État, eux ils pensent qu'on peut rester à dispositif et institutions constantes et résoudre ce problème. Et ils ont, dès le départ, dit que la solution était essentiellement militaire. Donc je pense que c'est eux qui prolongent malheureusement les souffrances du peuple. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, là on va toujours commenter, aujourd'hui c'est nos petits, demain ce sera un autre général, après demain on va revenir à Phil Marshall dans le Lédalem. La question c'est, même si vous arrivez à vaincre tous ces généraux-là, est-ce que ce qu'il y a dans le cœur des gens, ce qu'il y a comme souffrance, va disparaître du jour au lendemain? Et je termine en disant que cette crise que vous voyez là, chaque fois qu'on a raté les rendez-vous historiques pour résoudre pacifiquement, en mettant en place les mécanismes de l'autonomie des populations, la crise revient plus tard sous une forme encore plus radicale, plus extrême, plus violente. Et aujourd'hui, on a atteint un seuil. Le grand dialogue avait pour objectif de déboucher sur l'autonomisation des régions. Mais monsieur Tchekouga, vous faites comme si vous êtes un journaliste d'Arabie Saoudite qui vient pour la première fois faire ce débat au Cameroun. Le grand dialogue s'est déroulé. Vous avez vu les pour et les contre, les avis. 2 ans après le grand dialogue national, vous voyez que ça n'a pas d'effet sur le terrain, etc. Donc on ne peut pas poser les questions avec les mots. C'est vrai que le vous accuse, vous de l'opposition, de tenir un discours
qui visent, qui n'accompagnent pas l'implémentation des solutions évoquées ou soulevées par le régime de Yaoundé? Non, c'est pas sérieux. J'aurais aimé que peut-être le monsieur du RDPC soit là, parce que je sens que vous essayez de compenser son absence pour l'instant. Mais je veux dire, c'est pas sérieux dans le sens où, je le dis encore, aucun parti de l'opposition ne soutient la sécession. Il y a des députés, même à l'Assemblée nationale, qui, malgré eux, ont bloqué une session pour qu'on parle de cette question à l'Assemblée nationale sans succès. À ce jour, des parlements étrangers ont pris des résolutions sur cette crise. Notre Parlement estime que c'est un sujet assez important pour en parler. Et plus grave maintenant, il y a le fait que l'ensemble des acteurs sur le terrain n'ont jamais été vraiment engagés dans un processus tel qu'on le fait partout où il y a des crises dans le monde. On n'est pas le premier à avoir ce type de crise. Donc on dit simplement que le gouvernement a une approche partielle, sécuritaire, inefficace. Ce n'est pas alimenter la crise. Et je termine en disant que depuis donc les partisans de l'État unitaire tel qu'il existe, les partisans de l'approche gouvernementale, appellent au dépôt des armes. C'est eux qui avaient donné les armes aux séparatistes. Est-ce que les gens ont déposé les armes parce qu'ils font des appels? Non. La situation est beaucoup plus complexe. Il faut le reconnaître et il faut ne pas cesser d'explorer toutes les solutions possibles. Mais pour nous en particulier au CPP, nous disons que à régime constant, à leadership politique constant, cette crise ne peut pas être résolue. Et pour la nation, nous pensons que c'est l'opportunité de refonder la nation. Merci. Avec vous, Edmond Kouyaté, cette situation de la crise dans le nord-ouest et dans le sud-ouest qui perdure là, avec cette... on a vécu ça comme une campagne toute cette semaine qui revient, nous permet de nous interroger sur l'efficacité des moyens que nos forces de défense et de sécurité ont pour effectivement arriver à vaincre, en tout cas ceux qui appelaient de ce côté appelés les terroristes. Ce que je vais dire, c'est que si vous voulez bien comprendre la substance de cette crise-là et là où elle va nous mener, jetez un regard parallèle à ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan, où l'armée la plus puissante au monde, je parle là des États-Unis, y est restée pendant près de 10 ans, depuis plus de 10 ans, à essayer de contenir, n'est-ce pas, une menace qu'on appelle la menace talibane. Mais si vous constatez depuis que les Américains ont décidé de partir, vous voyez qu'en quelques jours, les talibans ont repris du poil de la bête et ils sont en train de conquérir l'Afghanistan ville après ville, région après région. C'est tout simplement pour dire quoi? C'est pour revenir à ce que disait Franck ici tout à l'heure, c'est que une crise comme celle-là se gagne à un certain pourcentage réduit militairement, mais à un pourcentage beaucoup plus élevé politiquement, parce que c'est d'abord des crises politiques. Vous savez, vous vous souvenez, lorsque la guerre commençait en Afghanistan, le langage de Bush en 2003, c'était « on ne négocie pas avec les terroristes ». Et nous, comme nous savons très bien importer, nous importons tout, y compris même les paroles, c'est devenu un peu, oui, voilà, ici, là, tout le monde, on ne négocie pas avec les terroristes, on ne négocie pas avec les terroristes. Mais bon Dieu, comment est-ce que... D'abord, pour moi, ça me gêne de traiter nos propres frères de terroristes. Je ne suis pas très à l'aise qu'on me dise que ceux avec qui je parlais hier, ceux avec qui j'échange tous les jours, ce sont des terroristes. Ça me pose un problème. Et donc, on peut les appeler des rebelles, on peut les appeler des insurgés, mais les traiter terroristes, bon, c'est vrai qu'ils posent des actes qui s'assimilent, qui s'apparentent au terrorisme, en posant avec les EI, comme je vois tous ces derniers temps. C'est vrai que c'est dommageable. Mais je pense qu'il faudrait, de manière holistique, réfléchir à une solution de sortie de crise. Au lieu de faire une fixation en termes d'objectifs sur des individus, et je vais toujours faire mon analogie, vous allez vous rendre compte que les Américains, au départ, ont fait des fixations en termes d'objectifs sur des individus. Ben Laden a été vaincu depuis et pourtant les talibans ne sont pas réduits à leur simple expression. Le Mollah Omar a été vaincu. Beaucoup de grandes têtes, n'est-ce pas, qu'on connaissait dans le milieu taliban, ils ont été maîtrisés. Beaucoup sont à Guantanamo, d'autres ont tout simplement été neutralisés. Mais pour autant, la menace talibane n'a pas cessé.
Donc c'est tout simplement dire que, au lieu de dire au jour d'aujourd'hui que le général Nopiti est notre objectif premier. Le général, je sais pas, il y en avait plusieurs au départ de cette crise. Beaucoup ont été neutralisés. On nous a montré même comment on détruisait le QG de plusieurs de ces généraux-là, mais sans que jamais cela ne réduise considérablement, n'est-ce pas, la menace sécessionniste dans cette région-là. Et sans que cela ne réduise également les souffrances de nos populations de ce côté-là. Et donc, moi, je pense que il faudrait aujourd'hui réfléchir de manière holistique à une solution. Et j'ai dit, la solution de cette crise-là, elle est prioritairement politique. L'armée a fait le travail qu'elle devrait faire. Dites-vous très bien qu'on perd beaucoup de nos soldats. Qu'est-ce que vous mettez dans solution politique? Solution politique, c'est-à-dire c'est à ce niveau que que Yaoundé évoque la démagogie des discours. Non, ce n'est pas une démagogie. Discuter avec les gens pour leur demander comment est-ce qu'on fait pour sortir. C'est-à-dire identifier les acteurs et discuter avec eux. Ce n'est pas une démagogie. Ça s'est fait partout. Encore que quelqu'un le disait, toutes les guerres au monde finissent autour d'une table. Est-ce que vous connaissez une guerre, même la guerre la plus meurtrière, c'est-à-dire celle de 1939-1945, est finie autour d'une table. Les acteurs se sont assis, ils ont discuté, ils ont pris les résolutions, ils ont dit, bon, jamais, plus jamais ça, nous devons faire ci. On a l'Allemagne qui avait été humiliée au sorti de la Deuxième Guerre. On a finalement discuté avec les Allemands pour leur dire, tout ce qu'on vous avait imposé après la Première Guerre mondiale est fini. Vous savez que l'Allemagne avait été fortement humiliée à la Première Guerre mondiale, après la Première Guerre mondiale parce qu'elle avait perdu. Et c'est ça qui avait été la cause de la Deuxième Guerre mondiale, parce que Hitler était rentré dans une logique vindicative et a dit non, on ne peut pas faire subir ça à l'Allemagne. On leur avait limité un certain nombre de choses. Et donc, les alliés, tout le monde, les acteurs se sont assis pour dire non, il ne faudrait pas qu'on impose ceci à l'Allemagne parce que voilà les causes de la guerre. C'est ce que nous disons ici. Il suffit d'aller vers les gens et de leur dire, écoutez, aller discuter avec quelqu'un ne veut pas dire s'accorder avec lui sur ses demandes, sur ses revendications. Il ne me semble pas que aller discuter avec les leaders sécessionnistes, ça veut dire que on donne du crédit à leurs revendications séparatistes. Non, c'est tout simplement leur dire, bon, écoutez, la sécession n'est pas une option. La sécession n'est pas possible au Cameroun en ce moment, et de leur dire voilà l'alternative, voilà ce que nous offrons en échange, voilà ce que nous vous proposons. Et non ce maquillage que nous faisons, et vous avez parlé du grand dialogue, j'attends jusqu'aujourd'hui l'implémentation véritable des résolutions qui avaient été arrêtées. Moi aussi je les attends jusqu'aujourd'hui. Non, c'est tout simplement dire que il faut prendre conscience que cette guerre-là, au-delà des régions concernées nord-ouest et sud-ouest, aujourd'hui affecte terriblement l'ensemble du Cameroun. Si vous voyez ce que cela cause à notre budget, si vous voyez ce que cela cause à nos finances publiques, parce qu'il faut aujourd'hui annuler certains postes de dépenses du fonctionnement et de l'investissement de l'État, parce que prioritairement, on ne peut pas envoyer les hommes, n'est-ce pas, au front, et puis les priver, par exemple, des munitions, des moyens logistiques. Et donc, aujourd'hui, il faut, par exemple, sacrifier le budget d'investissement du Cameroun pour pouvoir donner la priorité n'est-ce pas, à cette guerre-là. C'est de ça dont il est question. Et donc, tous les Camerounais en souffrent. Vous savez qu'aujourd'hui, le Cameroun peine à mobiliser son budget, et même compris de fonctionnement. C'est pour ça que nous sommes toujours à la remorque derrière le FMI pour pouvoir avoir un peu d'argent, pour pouvoir avoir de l'argent pour fonctionner. Parce que, non seulement les deux régions concernées, nord-ouest et sud-ouest, ne produisent plus rien, ne rentre plus d'argent, mais siphonne le peu d'argent, n'est-ce pas, produit par les autres régions, parce que justement il faut alimenter, n'est-ce pas, les hommes qui sont là-bas. Et je suis d'accord, on ne peut pas envoyer les militaires au front et puis ne pas leur donner les moyens logistiques pour pouvoir s'en sortir. Non, au jour d'aujourd'hui, je dis bien, il faut des moyens politiques. Les moyens politiques, ça veut dire quoi? Amorcer une discussion. Au moins se dire aux gens, venez nous dire quel est le problème, quelle est l'alternative à la séparation. Voilà l'alternative. C'est ça dont il est question. Pousser les gens, mettre les gens dos au mur. C'est comme ça que ça doit se passer. On ne peut pas continuer à penser que, même après 20 ans, on va en venir à bout de cette guerre uniquement, je dis bien uniquement, avec les moyens militaires. Il faut savoir également que, lorsqu'une guerre met long, elle entame le moral des troupes. Ça veut dire que lorsque les militaires qui étaient très engagés au départ voient
chaque jour, et vous voyez comme moi dans les réseaux sociaux, comment est-ce que les militaires tombent sur les pièges, sur des engins explosifs improvisés. Ça sape le moral des troupes. Ils se sentent pas très engagés à aller au front. Puisque le militaire, quand il est très engagé à aller au front, c'est parce qu'il se rend compte qu'il y a des victoires, n'est-ce pas, de leurs camarades. Et donc il se dit, en y allant, je peux apporter un plus, n'est-ce pas, pour la victoire finale. Mais lorsqu'il se rend compte que ses camarades sont là-bas, non seulement ils ne combattent pas, mais ils meurent tous les jours. Parce qu'il n'y a pas véritablement de combat. C'est une guerre où on combat avec un ennemi qui n'est pas visible, ou surtout qu'aujourd'hui, ils ont adopté, n'est-ce pas, une stratégie qui consiste à mettre des explosifs un peu partout. Et donc, le militaire ne va pas faire le devoir pour lequel il a été formé. Le militaire a été formé pour aller au front, pour combattre. Le militaire n'a pas été formé pour aller tomber sur des embuscades et tout ça. Il a été formé pour les combattre. Et donc, ça sape le moral des troupes. Et donc, ce n'est pas bien qu'on continue, n'est-ce pas, d'entretenir cet état psychologique dans notre armée, au point où ils vont finalement croire que aller au nord-ouest, c'est aller signer son arrêt de mort. Merci. Docteur Dominique Bobda, cette situation, la crise dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, la diaspora également fortement interpellé. Il faut rappeler qu'il y a des levées de fonds qui se font là-bas à l'intérieur de la diaspora, précisément aux États-Unis, pour alimenter cette crise-là. On annonçait effectivement que ce général annoncé pour mort, qui n'en est rien, venait de recevoir une levée de fonds d'environ 90 millions, Finacha 80 millions. Est-ce que ce n'est pas véritablement cela le problème? Le fait de se dire qu'en réalité, ceux de la diaspora ou alors les organisations internationales ne veulent pas finalement qu'on arrive vers la fin de cette guerre-là. Il m'est difficile de commenter ce que je ne sais pas, mais j'ai effectivement, je crois, lu ici et là, sur des informations des réseaux sociaux, des choses que vous annoncez, que vous dites là, mais depuis bien longtemps. Mais je vais, pour répondre à votre questionnement, m'appuyer sur le commentaire de mon co-panéliste qui vient de passer à l'instant. Tous les processus de guerre ou de division, au fil de l'histoire, ont toujours été entretenus, soit par des radicaux, soit par de la manipulation de l'information, soit par des défauts de management qui ont fait que les crises ont perduré. Permettez-moi, Sylvain, la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre a duré parce que les gens ne se sont pas mis autour d'une table. Ils ont fini quand même, ça a duré 100 ans. L'exemple sur lequel je veux attirer votre attention, et ça nous concerne tous, principalement en tant que Noirs et Camerounais, l'esclavage, c'est une guerre de l'Occident contre l'Afrique noire. Cet esclavage a perduré plus de 400 ans parce qu'il n'y avait pas quoi? Parce qu'il n'y avait pas de dialogue. C'est-à-dire que quoi? Un camp de l'opposition qui a eu lieu s'est arrogé le droit de détenir la vérité. En l'occurrence, les Indo-Européens ont considéré qu'ils avaient le droit de dire ce qui était bon ou pas bon. Et dans cette domination asymétrique, ils ont décidé que ça allait durer plus de 400 ans, l'esclavagisation du peuple noir. D'ailleurs, c'est ça qui fonde qu'à la date d'aujourd'hui, les gens n'arrivent toujours pas à en parler. Pourquoi est-ce que j'ai préféré vous donner ces quelques petits exemples historiques? C'est parce que la guerre du Cameroun, je ne suis pas expert et on sait comment ça a commencé. Nous en sommes aujourd'hui 4 ans plus tard. Est-ce que les facteurs de stabilisation de 2017 sont les mêmes en 2021? Je constate que non. Mon frère vient d'expliquer que les choses sont radicalisées. Je rappelle qu'il y a eu des propositions internes, des voix divergentes de la voix, entre guillemets, on va dire officielle, qui proposaient au fil des 4 années qui sont passées des solutions qui, à la date d'aujourd'hui, n'ont pas été mises en application. Je veux même me permettre de rappeler que, même si je ne suis pas internationaliste, je pense que, je suis un kémite, je pense que les Africains, les Noirs ont la base des sciences et du comportement permettant de gérer nos problèmes parce qu'on a toujours fonctionné comme ça. Qu'est-ce que je veux dire? De tout le temps, dans une famille où il y a un père, une maman et des enfants,
lorsqu'il y a eu des problèmes dans le couple, celui qui s'intéresse du devenir de la famille, c'est que papa, maman, les enfants vont s'asseoir et discuter. Ça s'appelle chez nous les réunions familiales. Il n'y a que des personnes qui veulent fondamentalement détruire ou la guerre qui peuvent nier ce principe. Je vais dire, Sylvain, que le Parlement européen et le Parlement des États-Unis ont fait, je crois, il y a 2 ans et demi ou 3 ans, 2 ans et demi exactement, des recommandations qui tenaient, je crois, en 7 ou 9 points, sur lesquels ce qu'a dit mon co-panéliste du plateau a été repris. C'est-à-dire que quoi? Lorsqu'on veut mettre fin à une guerre, on ne tient pas compte de la position des radicaux. Permettez-moi de répéter ceci. Si vous avez une guerre à l'intérieur d'une famille, avec un enfant qui est bandit ou je ne sais pas quoi, si vous voulez améliorer la situation de la guerre dans la famille, vous ne décidez pas la position familiale en fonction de l'enfant qui est bandit. Parce que tout le monde sait qu'il est bandit. La guerre au no-zone ne peut pas être gérée en s'appuyant sur, comme principe, qu'il y a des citoyens camerounais ou pas qui sont actuellement au no-zone, qui tueraient des personnes. La guerre au no-zone ne peut pas se régler en tenant compte de la réalité que actuellement il y a des soldats qui sont morts au no-zone. Pourquoi? Parce que c'est une conséquence du pourrissement de la situation. Et c'est ce que le frère vient de dire. La seule solution, si je m'inspire tout simplement des propositions de divers Camerounais, Feu Cardinal Toumi, je crois, du Parti de la Renaissance du Cameroun, y compris des institutions internationales, c'est que les institutions camerounaises doivent se donner le moyen d'assurer le rôle qui est le leur. Le rôle des institutions d'un pays, c'est de protéger la vie de ses populations. Ça rejoint les instants de tout à l'heure. Pour protéger la vie des Camerounais qui meurent au Nozo, qu'ils soient civils, dits terroristes, ou qu'ils soient des soldats, il faut que les représentants de l'État camerounais se donnent les moyens de discuter de ça. Ça commence par identifier des personnes, entre guillemets, dits modérées, dont l'intérêt est de protéger les populations, un. Deuxièmement, de comprendre que les modérés permettent d'amener vers le camp positif les populations qui se radicalisent. C'est pour ça qu'en 2021, les gens sont plus radicalisés qu'en 2019. Pourquoi? Parce que plus le temps passe, plus le deuil augmente les récriminations, plus les douleurs augmentent, et donc plus les radicaux prennent le pas sur les gens normaux. Donc, je pense, moi, que dès demain, et c'est un appel de citoyen, je ne suis rien, je ne suis pas autre chose que ce que je suis en train de faire là maintenant, je pense qu'il est de l'intérêt du Cameroun que l'administration camerounaise, les autorités camerounaises, telle une famille de l'extrême nord, de l'ouest, de l'est, du sud, où il y a des problèmes, doivent rassembler autour de la table l'ensemble des enfants, même les plus délinquants, parce que la solution n'est que familiale. Et dans ce cadre-là, ceux qui peuvent aider au dialogue, ceux qui peuvent aider à apaiser les cœurs, doivent le faire. C'est ça qui empêchera la sécession du Cameroun, parce que, à mon souvenir, lorsque cette guerre a commencé, il n'y avait pas le mot sécession. Il me semble, je ne suis pas politicien, il me semble que ça avait commencé par une grève des étudiants et des avocats. Vous voyez que lorsqu'il n'y a pas de dialogue, tout se dégrade. Je pense que les propositions sont sur place au gouvernement et aux autorités de l'implémenter, mais s'il vous plaît, que la vie des Camerounais ait du sens pour nous. Et ça, ça me touche. Bon. Merci beaucoup à vous, docteur Dominique Bobda. On prend le sujet sur la Covid pour effectivement s'interroger, en tout cas sur ce qui est posé sur la table aujourd'hui. Deux ministres d'un même gouvernement, Trankessi, qui mettent sur la place publique deux communiqués où on a deux chiffres et on trouve un gap d'environ 11 milliards. On se demande encore véritablement s'il y a une cohésion gouvernementale au Cameroun ou alors si le gouvernement de l'État du Cameroun a encore un chef pour qu'on assiste à de pareils scandales ou c'est la preuve que les 180 milliards ont quand même eu un problème de gestion.
Moi, je suis frappé par le fait que vous insistiez beaucoup plus sur ces 11 milliards, parce que dans tout ce qui a été publié jusqu'ici, ou tout ce qui a fuité, il y a plus grave. Moi, je suis toujours surpris. Je me rends compte que peut-être les gens ne prennent pas le temps parce que c'est 200 pages, parce que c'est 300 pages ici. Il faut vous asseoir, s'il vous plaît, parce qu'il y a plus grave que ça. Déjà, par rapport à votre question, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va se rendre compte qu'il y a une cacophonie gouvernementale. Si on reste sur les fonds Covid, je me rappelle que seulement pour la question des audits, le Premier ministre a signé un décret qui disait à la Chambre des comptes de la Cour suprême de mener un audit. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, a instruit le compte supé d'auditer ces fonds. Le ministre des Finances lui-même, conformément à l'engagement qu'il avait pris auprès du FMI, a lancé un appel d'offres de recrutement d'un cabinet pour un audit indépendant. Plus récemment encore, nous avons appris que le ministre d'État, secrétaire général de la présidence lui-même, compte tenu des graves malversations survenues dans la gestion du Covid lors de la première phase, a mis en place une task force pour désormais gérer. Mais depuis qu'il a mis en place cette task force-là, on constate que celui qui continue à faire des comptes rendus, à faire le suivi, c'est le Premier ministre, comme depuis mars 2020, avec des comptes rendus. Et cette task force, on n'entend plus parler. Donc je veux dire que voilà des éléments même beaucoup plus graves, qui démontrent déjà qu'il y a une cacophonie gouvernementale. Maintenant, lorsque la fuite du rapport d'étape de la Chambre des comptes est survenue dans le public, à quoi vous avez assisté? Ce n'était pas de la cohésion. Au contraire, c'est chacun qui tirait sur les autres. Rappelez-vous les déclarations de la ministre de la Recherche scientifique qui a dit que malchance qu'on enlève son nom dans des choses comme ça. Surtout que ce qu'on l'accuse d'avoir fait, c'est-à-dire ne pas avoir fabriqué les médicaments, importés et réemballés au niveau du Cameroun pour faire comme si c'était fabriqué par les Camerounais. C'était sous instruction du ministre d'État, secrétaire général de la présidence. Souvenez-vous du ministre de la Santé qui a dit que mais toutes ces choses-là, il n'a jamais été écouté, il n'a jamais été audité, donc il ne peut pas expliquer ça et il ne se retrouve pas dans ça. Donc c'est pas nouveau. Maintenant, quand je dis qu'il y a plus grave, c'est que déjà on n'a pas eu, le 25 juin dernier, la présentation officielle du rapport de la Chambre des comptes au niveau de l'Assemblée nationale. C'est très grave. Je dis c'est très grave. Parce que, en principe, c'est la présentation officielle qui maintenant doit faire suite à l'ouverture de procédures judiciaires contre les personnes qu'on soupçonne d'avoir mal géré ou être responsables de malversation. La deuxième chose, c'est que quand vous regardez maintenant la synthèse du rapport global qui a fuité, on vous dit que entre mars 2020 et décembre 2020, c'est grosso modo 187 milliards qui ont été mobilisés, qui ont été gérés. 187 milliards. Maintenant, le 22 juillet de 2021, le rapport d'exécution du MINFI dit plutôt que c'est quoi, 161 milliards. Entre mars 2020 et mars 2021. Vous voyez qu'il y a une cacophonie de chiffres. D'un côté, la Chambre des comptes dit qu'entre mars 2020 et décembre 2020, c'est 187 milliards. Le rapport du MINFI dit qu'entre mars 2020 et mars 2021, c'est 161 milliards. Vous voyez que c'est plus grave que les 11 milliards. Exact. Mais pourquoi vous n'en parlez pas, M. Tchokoka? Pourquoi vous n'interpellez pas les concernés et qui s'expliquent? Le problème en réalité aujourd'hui, c'est que le ministre des Finances, qui est celui qui ordonne, qui décaissait l'argent, a effectivement mis sur la place publique pour le cas d'un ministre. On s'attendait effectivement que le ministre des Finances, effectivement, dit que dans le cas de la Ripo, tel ministre, j'ai fait débloquer tant, pour qu'on en arrive effectivement à une discussion plus globale comme cela. Bon, si les gens du RDP ils allaient nous dire que non, ce à quoi on fait allusion, quand on parle du rapport de la Chambre des comptes, c'est encore officieux. Rien ne vous dit que ce qui a fuité là, c'est reconnu par cette institution, on va dire, soit. Mais le même rapport d'exécution du MINFI, dans lequel il dit avoir donné 45 milliards au ministre de la Santé, dit que, page 27, c'est un encart vert. Ils ont reçu du FMI 222,4 milliards. Donc à un moment, il faut qu'on s'arrête. Parce qu'il faut savoir que le compte d'affectation spéciale pour la gestion du Covid avait l'objectif de 180 milliards. Le MINFI dit qu'on a pu mobiliser que 161 milliards. Mais il dit quelque part qu'on a reçu en mars et en octobre 222 milliards.
où est la gestion de ces 222 milliards? Comment ça a été géré? Donc, il y a plus grave que la diversion des 11 milliards. Je ne dis pas qu'il ne faut pas clarifier ça, mais je dis qu'il y a plus grave. Donc, moi, je pense que, en tant que citoyen, en tant que journaliste, en tant que politique, cette affaire doit nous réveiller, parce que ce n'est pas aujourd'hui que les détournements, la mauvaise gestion a commencé. Elle doit nous réveiller pour qu'on commence à suivre notre argent. Parce que nous sommes convaincus que c'est parce que ils ont les possibilités de détourner, ils ont les possibilités de faire ce qu'on appelle les vases communicants en matière de comptabilité, qu'ils peuvent même entretenir la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Parce qu'une guerre qu'on ne peut pas financer, on cherche d'autres moyens pour la résoudre. Donc tout se tient à notre avis. Et vous voyez qu'on est aussi dans un pays où on n'est pas clair sur combien nous coûte la guerre. Parce qu'on aurait dit, mais comment ça s'est financé? Est-ce qu'il y a cette caisse noire qui finance certaines opérations-là? Est-ce que ce n'est pas cet argent-là? Parce que c'est des écarts quand même faramineux. Donc c'est juste pour vous dire qu'il y a plus grave, il y a une cacophonie générale qui n'est pas seulement propre aux 11 milliards, qui est propre à l'ensemble des fonds Covid, qui n'est pas seulement propre entre deux ministres, mais qui concerne tous les ministres. Merci. Et pendant qu'on parle, M. Atanganji, qui a vendu des équipements, il est tranquille. C'est aussi très grave, il faut le suivre, il ne faut pas l'oublier. Il parlera le moment venu. Et donc, en réalité, ne pas faire un arrêt dessus sur une discussion comme cela entre deux membres d'un gouvernement, c'est un autre scandale, tout au moins à côté de ces 180 milliards dont on attend toujours le rapport. Disons tout simplement que le scandale de 11 milliards qui, il faut le dire, hein, n'est rien aux côtés du gros scandale même, n'est-ce pas, est quand même révélateur. Ce scandale est révélateur du malaise ou alors du dysfonctionnement ou alors du manque de cohésion qu'il y a dans notre gouvernement aujourd'hui et qui ne rassure pas. Ce n'est pas bien lorsque une équipe gouvernementale qui est supposée travailler en teamwork, pour ceux qui savent un peu ce qu'on appelle teamwork, ils devraient comprendre, c'est-à-dire que c'est des compétences différentes mais qui poursuivent un objectif commun, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir une certaine complémentarité. Et donc aujourd'hui, de voir deux membres du gouvernement, il faut le dire, leurs ministères sont juxtaposés, hein, c'est-à-dire que le ministère de la Santé est à un jet de pierre du ministère des Finances. Alors de voir ces deux membres du gouvernement aujourd'hui venir régler leur compte sur la place publique de manière épistolaire à travers des courriers, ça gêne quand même un peu, ça gêne. Mais cela trahit soit l'incurie, soit l'incompétence de l'ensemble des équipes, n'est-ce pas, en charge de la gestion de cette question-là, que ce soit du côté du ministère des Finances, que ce soit du côté du ministère. Il y a quand même quelqu'un qui n'a pas fait son job quelque part, qui n'a pas bien fait son job. Pour le moment, est-ce que c'est le ministre des Finances? Est-ce que c'est son équipe à lui? Ou alors est-ce que c'est l'équipe du ministère de la Santé? Pourquoi? Parce que ce qu'il faut dire, c'est que techniquement, les fonds ne s'allouent pas ex nihilo, c'est-à-dire on ne décide pas que bon, on va donner 47 milliards au ministère de la Santé. C'est lorsqu'il y a une crise comme celle-là, il y a ce qu'on appelle, on confectionne ce qu'on appelle un compte prévisionnel d'exploitation. Et ce compte prévisionnel d'exploitation, n'est-ce pas, décide, en fait, je vais dire, retrace un peu l'ensemble des postes de dépenses nécessaires pour pouvoir contenir la crise. C'est à partir de ce moment qu'on détermine qui va faire quoi et à partir de ce moment qui va avoir quoi. Et donc, lorsque, sur la base de ce compte prévisionnel d'exploitation, on met à votre disposition un certain montant, à la fin, vous donnez ce qu'on appelle le compte d'emploi, c'est-à-dire la manière dont vous avez utilisé cet argent. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle le contrôle de gestion. Entre les deux, il y a un ensemble de mécanismes qu'on appelle contrôle de gestion. Le contrôle de gestion vise à quoi? Le contrôle de gestion vise à ce que nous appelons le REC, c'est-à-dire la régularité de la dépense, l'effectivité de la dépense et la conformité de la dépense. La régularité de la dépense suppose quoi? Suppose que la dépense que vous engagez a été effectivement inscrite dans le budget prévisionnel. C'est-à-dire on ne peut pas avoir décidé qu'on n'achète pas de micro et vous décidez, chemin faisant, que vous allez acheter les micros. Le contrôleur de gestion doit annuler cette dépense-là. Il doit dire je ne valide pas. Même si vous prouvez que c'est important en ce moment-là.
il faudra modifier d'abord, n'est-ce pas, le prévisionnel, et que cela soit validé par l'ensemble de l'équipe, n'est-ce pas, dirigeante. Et si ce n'est pas fait, lui, il ne va pas valider la dépense. Ensuite, maintenant, il y a ce qu'on appelle, après la régularité de la dépense, il y a ce qu'on appelle la conformité de la dépense. C'est-à-dire que si on a décidé, la conformité, c'est la quantité et la qualité, n'est-ce pas, de l'objet de la dépense. Si on a décidé qu'on doit acheter, par exemple, 100 tests, si c'est ce qui avait été prévisionné, et que même l'urgence impose 1000 tests, vous ne pouvez pas faire du coup comme ça une facture, vous ne pouvez pas décider perso de faire une facture de 1000 tests et vous demander qu'on paye. Le gars va vous dire que non, sur les prévisions, il n'y avait que 100 tests. Et on ne peut pas, par exemple, avoir décidé qu'on va acheter les tests, je ne sais pas, J&J, qui coûte 10 000 francs. Vous décidez, chemin faisant, de changer pour acheter les tests B&B qui coûtent, par exemple, je ne sais pas, 11 000 francs. Non, on évoque la question de survie dans le cadre de la gestion au niveau de crise. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est pour ça qu'il y a donc ce qu'on appelle la task force. La task force décide que chaque fois qu'il y a vous êtes buté à une situation conjoncturelle, vous rentrez au niveau de la task force qui a la capacité de modifier les prévisions et d'intégrer une nouvelle dépense, ce qu'on appelle les avenants. C'est-à-dire, vous introduisez une demande, ça rentre maintenant au niveau de la task force, qui peut décider que, bon, si chemin faisant, on s'est rendu compte que en prévision, on avait prévu que 100 tests, donc on peut décider d'augmenter, par exemple, 10 tests, et on intègre ça donc dans le système. Et ça va donc, quand on intègre ça en amont, maintenant, au milieu, les contrôleurs de gestion vont faire le travail. On dit, bon, comment ça a été validé en haut, nous, on va laisser passer. En fin de compte, il y a ce qu'on appelle l'effectivité de la dépense. L'effectivité de la dépense suppose que dans les quantités et les qualités, vous avez effectivement utilisé l'argent pour la dépense qui avait été prévue. C'est-à-dire que il s'assure, et ça c'est à travers un certain nombre de documents, notamment le bordereau de livraison, notamment le PV de réception, dûment signé par toutes les parties, qui attestent que dans les quantités et les quantités, l'objet prévisionnel a effectivement été acheté. Et donc, on peut payer. Ce n'est qu'au terme de cela qu'on doit payer. C'est au terme qu'on valide le paiement. C'est-à-dire, on dit que on a sollicité l'entreprise prestatrice par l'entreprise ABC. Mais aucun gouvernement du monde n'attendait la Covid. Et donc, vous êtes là en train d'élaborer et effectivement un schéma classique. Un schéma classique. Non, même quand il y a une situation de crise, c'est le même schéma. Il peut être, on peut réduire, n'est-ce pas, certaines choses. C'est ce qu'on appelle généralement les situations d'urgence. On peut assouplir certaines mesures, mais on ne les annule pas. On n'efface pas la comptabilité. Oui. Par exemple, dans les cas de crise comme celle-là, même nos lois de passation des marchés permettent qu'on ait une procédure d'urgence. Effectivement. Dans le cas, par exemple, du ministère de la Santé, on a créé un groupe de travail qui, au lieu de lancer des appels d'offres de façon classique, examine maintenant les différentes offres. Les personnes qui sont dans le fichier des fournisseurs agréés, débat et met dans un procès verbal les critères qui leur ont permis de choisir telle ou telle entreprise. Voilà, il transmet maintenant à l'ordonnateur qui est le secrétaire général et l'ex-ministre délégué Ali Maya Toukémon, en charge de décider des dépenses. Il se trouve que dans le rapport de la Chambre des comptes, ils disent que, ils ont demandé les procès verbaux de ce groupe de travail, dans lequel ils donnaient les raisons pour lesquelles ils ont donné à certaines entreprises des marchés. Deux, ils se rendent compte que près de 80% des entreprises qui ont gagné des marchés n'étaient pas dans le fichier agréé. Donc vous voyez qu'ils ont violé les règles. Et maintenant, je termine en disant qu'il y a une loi. Il y a 2 lois qui sont sorties en juillet 2018. La loi qui porte le nouveau régime financier de l'État et le code de transparence et de bonne gestion des ressources financières qui indique justement l'obligation de respecter tout ce qu'il a expliqué en termes techniques là, et de rendre ça public. Donc c'est valable pour la crise comme pour la période normale. C'est valable. Donc, effectivement, il a dit, je voulais dire que c'est prévu, hein, les situations d'urgence sont prévues dans le code des marchés publics au Cameroun. C'est-à-dire qu'on prévoit que lorsqu'il y a une situation d'urgence, au lieu de s'enliser dans les appels d'offres qui vont traîner 6 mois, et qui est un moyen de passation, n'est-ce pas, en procédure d'urgence. Donc, c'est prévu. Alors, c'est pour dire que quoi? C'est pour dire que le ministre des Finances
qui est le comptable public, il est supposé, lorsqu'il dit que j'ai payé 45 milliards à X, ça dit ça ne doit souffrir d'aucun doute. Ce serait plus grave si c'est lui qui s'est trompé. Je préférerais que ce soit les équipes du ministère de la Santé qui se soient trompées. Mais si c'est l'équipe du ministère des Finances qui s'est trompée, ce serait encore plus grave, ce serait plus dangereux. Je dis bien ce serait plus grave. Je préfère que s'il y a eu, n'est-ce pas, manquement... Mais dans la note du ministre Manaouda Malachi, on se rend effectivement bien compte que c'est l'équipe du ministre des Finances. Non, on ne se rend pas compte. Lui, c'est puisque lui dit que les preuves sont à son ministère. Oui, sauf que c'est ce qu'il dit. Il se défend, il est sur la défensive. Maintenant, nous n'avons pas les documents comptables qui nous permettent de savoir qui a raison à ce niveau. Donc, ce n'est qu'en épluchant les documents comptables qu'on va savoir est-ce que le ministre des Finances s'est trompé, est-ce que le ministre de la Santé s'est trompé. C'est en épluchant les documents comptables. Pour le moment, on s'en tient aux déclarations, je vais dire, des uns et des autres. Pour le moment. Donc, en épluchant les documents comptables, peut-être on saura qui a effectivement raison. Mais comme je l'ai dit, je préfère que ce soit le ministre de la Santé qui se soit trompé et que le ministre des Finances ait raison. Merci. Je rappelle à ceux qui nous regardent dans ce moment que vous êtes sur MyMedia Prime Télévision. C'est votre programme Vitrine 237 tous les dimanches lorsqu'il est 10h et le 671 10 10 27 est le code d'accès pour vos messages que nous recevons déjà. Je vais rendre celui-ci déjà. Bonjour, je tiens d'abord à saluer les panélistes qui ne cessent de briller par leur analyse d'ailleurs très pertinente. Merci. Mon humble avis, je suis d'accord qu'il est vraiment temps et de l'intérêt de l'État camerounais d'amorcer un véritable dialogue avec les leaders dits sécessionnistes, un véritable dialogue dans le sens de proposition des solutions alternatives et objectives permettant ainsi le renforcement des liens qui définissent notre nation. Que le gouvernement camerounais cesse enfin des manœuvres dilatoires, des dialogues semblants dénués de toute franchise et qu'il pense aux populations qui subissent les atrocités. J'admire l'harmonie qui règne sur le plateau et le sens de l'objectivité du débat. Merci à vous, Joël Mongala, depuis Yaoundé. C'est un message qui nous vient de Yaoundé. Et merci de signer vos SMS. Un autre message. Bonjour sur le plateau. Vraiment, nous sommes fatigués de cette guerre et tous les Camerounais savent qu'elle profite au compte du régime en place. Sinon, une solution serait déjà trouvée. Dans ce pays, les morts n'ont plus de valeur. La dignité a fui depuis longtemps. Aucune valeur humaine. Stéphane de Douala, merci à vous Stéphane. Un autre message. Monsieur Franck, ici, il n'y a pas de solution militaire au Nozo. L'armée doit se retirer. C'est Alex qui écrit ce message-là. Nous allons en France, là à nouveau, on donne la parole au docteur Dominique Bobda, deux ministres comme là qui mettent sur la place publique deux communiqués opposés. Cela quand même, comme disait Edmond Kuaté ici, ça inquiète. Cela à se poser la question de savoir si ce gouvernement, si la sérénité règne encore au sein de ce gouvernement, pour l'intérêt des Camerounais naturellement. Mon cher, si c'était la chose la plus inquiétante, cela pourrait me rassurer. Je suis malheureusement un peu caustique exprès. Pourquoi? Parce que dans nos échanges précédents, nous avons parlé de 40 morts récents sur les accidents de la voie publique. Et on vient de parler de la guerre au Nozo avec plus de 4000 morts depuis 4 ans. Et dans nos discussions, nous avons évoqué que pour répondre trouver des solutions à ces problèmes-là, il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Et nous sommes en train de parler de milliards. Je ne parle pas de millions. Nous sommes en train de parler de milliards au Cameroun
Et je vais m'appuyer sur les commentaires de mon frère sur le plateau tout à l'heure. Je ne m'hasarderai pas à commenter la validité ou pas d'un écart de 1, 2, 3 milliards ou 10 milliards de la part de ministres. Je n'ai pas les compétences, j'ai vu des écrits ici et là, ça paraît effectivement étonnant, voire insensé pour le niveau de, comment dire, pour le niveau de justesse qu'on attend à ce niveau-là. J'ai regardé surtout, il y a quelque temps déjà et récemment, les 2 documents qui ont circulé, le résumé de la Cour des comptes qui faisait 23 pages et le document original, si je me souviens, qui fait 125 pages par rapport à l'évaluation de la gestion autour du Covid. Permettez-moi de faire un commentaire préalable parce que dans le domaine de la santé, pour ce qui est du Covid, ou bien pour ce qui est des accidents de voie publique, lorsqu'on a un risque pour les populations, cela peut se gérer, comme l'évoquait, on va dire, M. Kouette, je crois, tout à l'heure, par ce qu'on appelle des plans préétablis de gestion de crise. Permettez-moi, Sylvain, d'insister dessus. Ce n'est pas à l'échelle d'un pays, ce n'est pas lorsqu'on rencontre un risque qu'on a les moyens de le gérer. Pourquoi? Et nous maîtrisons assez ça, et je pense qu'il y a plein de personnes, les Camerounais sont très très compétents dans beaucoup de domaines, parce qu'on arrive à organiser dans des commissions, au sein des ministères, des structures qui s'appellent, on va dire, des structures d'analyse géopolitique ou géostratégique, qui permettent de prévoir des plans. Une catastrophe se gère par un plan. Lorsque vous allez à l'hôpital, il existe ce qu'on appelle en France le plan blanc et des plans rouges, qui sont prévus pour permettre à l'hôpital de se donner les moyens de s'adapter à des circonstances qui s'appellent des risques. Lorsqu'on rencontre ces risques-là, l'un des risques connus, par exemple, en accidentologie, c'est le plan de secours à plusieurs victimes. Lorsqu'il y a un accident avec 30 morts, comme on disait tout à l'heure, ou bien 30 victimes, ce plan-là est déclenché. Donc, pour ce qui est du Covid, lorsqu'un événement grave arrive à l'échelle d'un État, je pense qu'on doit et on a les moyens de pouvoir organiser, on va dire, en session, des experts qui, ayant mis des plans préalables pensés à l'avance, permettent de le dérouler et ça rentre dans le plan de gestion comme mon frère a bien défini tout à l'heure. Il en est expert, pas moi. Je pense que des plans peuvent être déroulés et lorsqu'ils sont déroulés, ils amènent des, comment dire, des fiches de résultats et des rapports de résultats qui sont incontestables. Permettez-moi encore, en tant qu'Africain, de prendre l'exemple sur notre communauté au quotidien. Les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest créent des associations. Vous créez une association, vous allez la légaliser, vous avez les membres de cette association qui font des cotisations, vous avez un commissariat aux comptes, vous avez un trésorier, vous avez des présidents, ils organisent la gestion, ils font des plans d'action, puis après ils donnent des rapports aux membres, et c'est ça qui fonde le fonctionnement de l'association. Nous ne pouvons pas accepter, à l'échelle d'un pays, que les représentants de la planification, lorsqu'on regarde les documents, ce qui a fuité, on dit qu'il y a des malversations concernant les critères de sélection de prestataires et les conditions d'attribution de marchés spéciaux. On décrit ici et là qu'il y aurait des sociétés, pour certaines qui auraient été créées parfois la veille ou quelques jours, on va dire auparavant, pour pouvoir bénéficier, on va dire, de moyens. On parle, on va dire, de surfacturation dans les moyens pour gérer les mesures barrières. Le document parle lui-même, on va dire, d'absence d'objectivité du ministère des Commerces pour la validation de propositions de prix d'un certain nombre de choses. On parle de structures à qui on a attribué des marchés de livraison, par exemple d'ambulances, qui ne figuraient pas sur les listes de prestataires préqualifiés. On parle d'acquisition de produits médicaux qui ont été entourés d'opacité, etc., etc. C'est un document qui n'est pas de moi, c'est un document qui a été publié. Bien évidemment, mon commentaire se base sous réserve de la validité officielle de ce document par le Cour des comptes, mais en tout cas, le document que j'ai lu a l'entête, on va dire, des institutions d'État camerounais. Pourquoi est-ce que je dis ça, Sylvain, pour terminer sur votre question? C'est parce que, comme l'a dit mon camarade tout à l'heure, il ne s'agit pas d'un débat sur 1 milliard. Je termine juste en train de dire que quels sont les moyens nécessaires pour apporter du secours
à ces 40 citoyens camerounais qui viennent de décéder là dans l'accident de la voie publique, combien de millions il faut, Sylvain, pour les porter secours? Quel est le coût pour amener des ambulances à côté de là où il y a eu l'accident et les amener à l'hôpital pour être soignés? Combien coûte l'embauche des médecins pour soigner ces citoyens qui sont morts devant nous? Est-ce que le coût de ces soins relève de milliards? En tant que médecin, et c'est mon métier au quotidien, j'ai préféré mettre en lumière ces discussions que nous avons facilement en tant que citoyens camerounais, mais africains en général, autour de milliards détournés, détournement de fonds, corruption, gabegie, absence de responsabilité, pour vous montrer qu'il s'agit d'une véritable catastrophe pour les populations camerounaises. Parce que si nous devons mettre en place un plan permettant de donner une couverture maladie universelle à tous les Camerounais, je puis vous jurer, M. Tchokoga, pour avoir travaillé dessus dans le cadre, on va dire, de pensée en santé publique, que 180 milliards de francs CFA représentent à peu près, si on peut estimer, un tiers du budget de couverture nationale par an d'une assurance maladie universelle pour tous les Camerounais. Donc c'est très grave ce dont on est en train de parler. Merci, Franck ici. On va prendre très rapidement le dernier sujet pour sortir de l'émission. 375 autres milliards viennent d'être attribués au Cameroun à nouveau par le FMI, le Fonds monétaire international, dans le cadre de la relance économique post-Covid. On se demande bien pourquoi faire. Le FMI vaut le secours de Yaoundé. Deux choses déjà. Je voulais faire une précision. Tout à l'heure, j'ai parlé de 187 milliards du rapport de la Chambre des comptes. C'est 167. Voilà. C'est toujours supérieur à la somme de 161. Voilà. Je revérifiais dans le résumé. Donc, pour la question relative au FMI, il faut savoir que le FMI accompagne le Cameroun depuis les années 80 à travers différents programmes. Et ce sont des programmes qui, en fonction de la conjoncture, en fonction de la situation économique du Cameroun, ont évolué. Il faut savoir en particulier que dans la période actuelle, entre 2017 et 2020, le Cameroun était sur un plan triennal. Le FMI, avec des appuis budgétaires, appuyait un ensemble de programmes économiques et des réformes budgétaires engagées par le gouvernement du Cameroun. Donc ça devait s'achever en 2020 et c'est la pandémie du Covid qui a fait en sorte que non seulement ça ne s'achève pas comme prévu, parce que chaque année il y a 2 descentes du FMI pour évaluer si le Cameroun justement tient ses engagements des réformes. Et ça a repris en 2021 parce que entre mars 2020 et juin 2021, le Cameroun gère la crise comme la plupart des pays du monde. Et il faut dire que dans les concours actuels que le FMI apporte au Cameroun, il y a 2 types. Il y a celui qui est relatif aux réformes économiques et budgétaires. C'est ça qui correspond aux 375 nouveaux milliards. Et il y a eu ce qu'on a eu en 2020 et qui concerne les fameux 180 milliards donc, relatifs au Covid. Donc ils n'ont pas les mêmes conditions. Par exemple, pour l'argent apporté pour le Covid, c'est à taux zéro. Tandis que pour ceux qui viennent d'être annoncés sur 3 ans, il y a un intérêt et c'est conditionné par une série de réformes qui sont sur 5 chantiers. Donc je veux dire que ça c'est à titre informatif parce qu'il ne faut pas que les gens croient que c'est lié. Nous avons écrit au FMI, nous avons eu 2 réunions avec les responsables du FMI en charge du Cameroun qui négocient avec notre gouvernement et ils nous ont dit justement que si peut-être les fonds Covid étaient conditionnés par la production d'un rapport et la transparence sur les marchés, par exemple, ceux qui s'annoncent actuellement, c'est-à-dire les 375 milliards, concernent plutôt l'efficacité ou l'effectivité des objectifs économiques et financiers qui sont atteints par le gouvernement du Cameroun. Mais pour résumer, c'est seulement pour dire qu'en fait, le Cameroun reste dépendant de ces structures. Le Cameroun, s'il n'avait pas ces ressources-là, ne serait pas capable de tenir ses engagements internes et externes et ne pourrait pas conduire ses politiques de développement. Ça montre que 30 ans après, 40 ans après, on tourne toujours en rond et on reste très très dépendant d'une institution pareille pour conduire nos propres politiques de développement. C'est qui est un autre signe d'échec du gouvernement. Merci Enon Kouyaté. On va sortir l'émission. Le FMI au secours de Yaoundé. On se demande bien
375 autres milliards. Pourquoi faire sans qu'on ait eu véritablement de clarification sur les premiers 180 milliards? Non, c'est pas la même chose. C'est deux choses un peu différentes. 175, les premiers 175 milliards, 180 milliards autant pour moi, c'était un package. C'était un package constitué de plusieurs types d'aides. Il y avait soutien budgétaire, il y avait, n'est-ce pas, les fonds pour répondre au Covid-19, il y avait des prêts, il y avait... Donc, bref, on est resté... Le FMI est cohérent envers lui-même. C'est-à-dire que c'est depuis 2016 que nous sommes dans un programme. Ils ont appelé ça programme d'ajustement budgétaire. Il faut comprendre ça comme ça, programme d'ajustement budgétaire. Donc, depuis 2016 que nous sommes dans ce programme-là, c'était un programme triennal qui devait s'achever. Il faut comprendre très bien que ça devait s'achever effectivement en 2019-2020. Mais nous n'avons pas été capables, même si, et ça, Franck, même si nous n'avions, même s'il n'y avait pas eu le Covid, nous n'en serions pas capables. Parce qu'en fait, il s'agit de quoi? Il faut très bien comprendre. En 2017, on avait constaté que le taux de couverture extérieure de notre monnaie était très faible. En langage simple, ça veut dire que nous n'avions plus la capacité de cantonner dans le compte des opérations auprès du Trésor français qui facilite nos opérations extérieures d'importation. On a l'obligation de cantonner 3 mois d'exportation. On n'avait plus cette capacité. Et donc notre taux de couverture extérieure de notre monnaie était en deçà, n'est-ce pas, de 52%. Ce qui est critique. Ça veut dire qu'on ne peut plus importer. Alors, donc, le FMI a mis en place ce programme-là qui permettait de renflouer notre compte des opérations pour nous permettre d'importer. Parce que si les importations cessent, vous pouvez imaginer ce que ça va créer. C'est le pays qui va imploser. Et donc, le FMI nous avait mis sous ce programme d'ajustement budgétaire parce qu'il y avait une option qui était de dévaluer notre monnaie. Les chefs d'État qui étaient rassemblés à Yaoundé n'ont pas accepté cette option. On nous a donc mis sur un programme d'ajustement budgétaire et non monétaire. Et donc, à terme, au bout de 3 ans, on avait un certain nombre d'obligations, d'objectifs à atteindre, notamment la réduction des dépenses de l'État et autres. Nous n'avons pas pu le faire. Et donc en 2020, il y a un élément nouveau qui s'est invité dans le débat, c'est la Covid-19 justement. Donc quand la Covid-19 est arrivée, le FMI a mis en place, n'est-ce pas, un autre mécanisme pour pouvoir nous soutenir. Notamment, vous allez voir que dans les 375 milliards, il y a un élément nouveau qui apparaît, ce sont les droits de tirage spéciaux. Peut-être, je crois que le temps nous fait défaut. Exactement. On trouvera le temps de l'expliquer. Donc, ce n'est pas une complicité, c'est tout simplement dire que le droit de tirage spéciaux, c'est un mécanisme qui a été mis en place par le FMI depuis les années 60 pour permettre à certains pays d'honorer leurs engagements, n'est-ce pas, notamment le service de la dette et de pouvoir continuer d'assurer les importations parce que, techniquement, le Cameroun n'en est plus capable. Merci, merci bien. Dominique Bobda, c'est terminé là. Le temps qui nous fait défaut, on va effectivement se dire au revoir. Merci à vous, Dominique Bobda. Merci mon cher, c'était intéressant. J'aurais pu faire un commentaire sur la discussion du FMI parce que une famille ne peut pas se développer si elle prend de l'argent chez le voisin. Hein? Les aides du FMI ne peuvent jamais permettre à l'Afrique de se développer, encore moins au Cameroun. C'est parti d'un processus d'endettement et nos États ne s'en sortiront que lorsque nous mettrons en place des mécanismes de production interne, y compris de récupération monétaire. Nous sommes dans un cycle infernal qui partit de notre asservissement parce que les aides du FMI, comme vous l'avez compris avec la discussion à propos du Covid, alimentent des détournements de fonds chez nous. C'est malheureusement comme ça. Mais merci de notre échange. On espère qu'on y reviendra avec plus de temps. Merci à toi, merci à la population. Merci bien, merci d'être venu, Franck Essi. Merci à vous. Merci d'être venu, Edmond Katé. C'est moi qui vous dis merci. Merci à l'ensemble de nos téléspectateurs de ce dimanche dans le cadre de votre programme Vitrine 237 qui rentre en gare. On va se redonner rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera 10h. Mais notez que ce soir, lorsqu'il sera 16h, passé de 30 minutes, vous pouvez revoir cette émission en mode rediffusion, y compris mercredi soir lorsqu'il sera 21h, passé de 30 minutes. En tout cas, à dimanche 10h, restez sur MyMedia Prime Télévision, la télévision du futur. À dimanche 10h.